Abrégé de psychanalyse, Sigmund Freud. Première partie, chapitre 5. À propos de l'interprétation du rêve. Une étude des états normaux, stables, dans lesquels les frontières du moi bien établies contre le ça, par des résistances contre investissement, demeurent immuables et où le surmoi ne saurait être différencié du moi parce que tous les deux fonctionnent en accord. Cette étude, dis-je, ne nous apprendrait pas grand-chose. Seuls peuvent nous faire progresser les états de conflit et de rébellion, ceux où le contenu du ça inconscient a quelque chance de pénétrer dans le moi et jusqu'à la conscience, et où le moi reprend les armes contre cette intrusion. C'est en pareil cas seulement que nous pouvons faire les observations qui confirment ou rectifient nos vues sur les deux partenaires. Or, cette possibilité nous est justement offerte par le sommeil nocturne et l'activité psychique qui s'y manifeste sous la forme de rêve est notre meilleur objet d'étude. En outre, lorsque nous étudions le rêve, nous n'encourons pas le reproche que l'on nous adresse si souvent de reconstruire la vie psychique normale d'après les données fournies par les cas pathologiques. En effet, le rêve, si différente que soient ses productions de celles de l'état de veille, est, dans la vie mentale des êtres normaux, un phénomène habituel. Chacun sait que le rêve peut être confus, intelligible, voire absurde. Ces données vont parfois à l'encontre de toute notre notion de la réalité et nous nous y comportons comme des malades mentaux. De fait, même que, tant que nous rêvons, nous attribuons au contenu du rêve une réalité objective. Nous arrivons à comprendre, à interpréter le rêve en admettant que le souvenir qu'il nous laisse après notre réveil n'est pas son processus véritable, mais seulement une façade derrière laquelle se dissimule celui-ci. Nous distinguons ainsi dans le rêve un contenu manifeste et des pensées latentes. Le processus grâce auquel ces dernières se transforment en contenu manifeste s'appelle le travail du rêve. L'étude de celui-ci nous offre un excellent exemple de la façon dont un matériel inconscient du ça, originaire et refoulé, s'impose au moi, devient préconscient, puis, par suite de l'opposition du moi, subit les modifications que nous avons appelées déformations du rêve. Il n'existe aucun caractère du rêve qui ne puisse expliquer de cette façon. Il convient de noter tout d'abord que la formation d'un rêve est provoquée de deux façons différentes. Ou bien une motion pulsionnelle habituellement réprimée, un désir inconscient, trouve pendant le sommeil assez de force pour s'imposer dans le moi, ou bien une tendance subsistant de l'état de veille, une série de pensées préconscientes, avec tous les conflits qu'elle traîne à sa suite, subit pendant le sommeil un renforcement par un élément inconscient. Ainsi, certains rêves émanent du ça et d'autres du moi. Le mécanisme de leur formation est identique dans les deux cas, de même que la condition dynamique indispensable. En interrompant provisoirement ses fonctions et en permettant le retour à un état antérieur, le moi montre qu'il tire vraiment son origine du ça. Tout cela se produit régulièrement du fait que le moi interrompt ses relations avec le monde extérieur et retire des organes sensoriels ses investissements. Nous sommes en droit de soutenir qu'une pulsion qui pousse l'être à revenir à la vie intra-utérine se crée à la naissance. Une pulsion de sommeil. Le sommeil, en effet, est un retour au sein maternel. Comme le moi éveillé régit la motilité, cette fonction se trouve paralysée pendant le sommeil, et ainsi une bonne partie des inhibitions qui étaient imposées au ça
inconscients deviennent superflus. Le retrait ou la diminution de ces contre-investissements accorde au ça une certaine liberté, désormais inoffensive. Les preuves du rôle que joue le ça inconscient dans la formation du rêve sont nombreuses et convaincantes. A. La mémoire du rêve embrasse bien plus de choses que celle de l'état de veille. Le rêve ramène certains souvenirs oubliés du rêveur et qui, à l'état de veille, restaient inaccessibles à celui-ci. B. Le rêve fait un usage limité du langage symbolique dont la signification reste, pour la grande part, ignorée du rêveur. Mais notre expérience nous permet d'en établir le sens. Ce langage symbolique tire vraisemblablement son origine de phases antérieures de l'évolution du langage. C. La mémoire du rêve reproduit très souvent des impressions de la première enfance du rêveur et nous pouvons affirmer, sans crainte d'erreur, non seulement qu'elles avaient été oubliées, mais aussi qu'elles étaient devenues inconscientes par refoulement. C'est justement pourquoi, quand nous essayons de reconstruire l'enfance du rêveur comme nous le faisons au cours d'un traitement psychanalytique, nous ne pouvons le plus souvent nous passer du rêve. D. Le rêve fait, en outre, surgir des contenus qui ne peuvent appartenir ni à la vie adulte ni à l'enfance du rêveur. Il faut donc considérer ce matériel-là comme faisant partie de l'héritage archaïque, résultat de l'expérience des aïeux, que l'enfant apporte en naissant, avant toute expérience personnelle. Dans les légendes les plus anciennes de l'humanité, ainsi que dans certaines coutumes survivantes, nous découvrons des éléments qui correspondent à ce matériel phylogénétique. C'est ainsi que le rêve offre une source appréciable de renseignements sur la préhistoire humaine. Mais ce qui confère au rêve son inestimable valeur, c'est le fait que le matériel inconscient, en pénétrant dans le moi, y apporte ses méthodes de travail. C'est-à-dire que les pensées préconscientes qui l'expriment sont traitées au cours du travail du rêve, comme si elles étaient des éléments inconscients du ça. Dans l'autre procédé de formation du rêve, les pensées préconscientes, après avoir été renforcées par une motion pulsionnelle inconsciente, se trouvent réduites au niveau de l'état inconscient. C'est par cette voie seulement que nous découvrons quelles lois régissent le cours des processus inconscients et en quoi elles diffèrent des règles connues de la pensée éveillée. Le travail du rêve consiste donc essentiellement en une élaboration inconsciente de pensées préconscientes. Empruntons une comparaison à l'histoire. Les conquérants qui envahissent un pays ne se soucient pas des lois qui y sont déjà établies, mais le régissent suivant leurs propres lois. Mais il est certain que le travail du rêve aboutit à un compromis. L'organisation du moi ne se trouve pas entièrement paralysée et l'on reconnaît son influence dans la déformation subie par le contenu inconscient et dans les tentatives souvent vaines faites pour donner à l'ensemble une forme que le moi puisse accepter, élaboration secondaire. Disons pour suivre notre comparaison qu'il faut voir là une manifestation de la résistance persistante du vaincu. Les lois qui régissent le cours des processus dans l'inconscient et qui se trouvent ainsi mises en lumière sont assez remarquables et suffisent à expliquer la plus grande partie de ce qui paraît étranger dans les rêves. Ce qui frappe tout d'abord, c'est une tendance à condenser, c'est-à-dire à former de nouvelles unités à partir d'éléments qui, à l'état de veille, restaient certainement séparés. En conséquence, il advient fréquemment qu'un élément unique du rêve manifeste représente une quantité de pensées latentes de ce rêve, comme s'il faisait allusion, tout à la fois, et le rêve manifeste est extrêmement abrégé par rapport aux matériaux si abondants dont il est issu.
Une autre particularité du rêve qui, du reste, n'est pas tout à fait indépendante de la précédente est le déplacement facile des intensités psychiques, des investissements d'un élément à un autre. C'est ainsi que souvent, dans le rêve manifeste, tel élément qui nous semble, par sa clarté, avoir une grande importance, s'avère accessoire dans les pensées du rêve, tandis qu'inversement, certains éléments essentiels des pensées du rêve ne sont présentés que par de légères allusions dans le rêve manifeste. D'ailleurs, en général, l'existence des plus insignifiants points communs entre deux éléments permet au travail du rêve de remplacer l'un par l'autre dans toute la suite des opérations. On conçoit aisément combien ces mécanismes de condensation et de déplacement rendent difficile l'interprétation du rêve et la découverte des relations entre le rêve manifeste et les pensées latentes. De ces deux tendances à la condensation et au déplacement, notre théorie infère qu'au sein du ça inconscient, l'énergie est librement mobile et que le ça tient par-dessus tout à se décharger des quantités d'excitation. Ces deux particularités nous permettent de définir le caractère du processus primaire attribué au ça. L'étude du travail du rêve nous a permis bien d'autres particularités, aussi remarquables qu'importantes, des processus qui se déroulent dans l'inconscient, mais nous n'en pouvons donner ici qu'un aperçu. Les règles de la pensée logique ne jouent pas à l'intérieur de l'inconscient et l'on peut appeler ce dernier le royaume de l'illogisme. On y retrouve côte à côte des tendances à but opposé sans que nul besoin de les harmoniser se fasse sentir. Elles n'ont parfois aucune influence réciproque ou, si cette influence existe, ce qui se produit n'est pas une décision, mais un compromis, absurde puisque renfermant des éléments incompatibles. De même, des termes opposés ne sont nullement maintenus séparés, mais bien traités comme identiques, de telle sorte que, dans le rêve manifeste, tout élément peut représenter également son contraire. Certains linguistes ont reconnu qu'il en allait de même dans les langues les plus anciennes et que des couples d'opposés, tels que formaient clair-obscur, haut-bas, s'exprimaient primitivement par la même racine. Cela jusqu'au moment où deux modifications différentes du mot primitif soient venues disjoindre les deux significations. Dans la langue aussi évoluée que le latin, on trouve des restes de ce double sens primitif, par exemple dans altus, élevé et profond, et sacer, sacré et réprouvé. Devant les complexités et les ambiguïtés des relations entre le rêve manifeste et les contenus latents qu'il recouvre, nous sommes naturellement amenés à nous demander de quelle manière il devient possible de déduire l'un de l'autre et s'il ne faut pas compter, pour ce faire, que sur une heureuse divination aidée peut-être par la traduction des symboles qui apparaissent dans le rêve manifeste. Disons que, dans la plupart des cas, cette interprétation est possible, mais seulement avec le secours des associations apportées par le rêveur en liaison avec les éléments du contenu manifeste. Tout autre procédé est arbitraire et n'offre aucun résultat certain. Les associations du rêveur permettent d'obtenir les chaînons intermédiaires qui viennent s'intercaler entre les deux, de rétablir le contenu latent et d'interpréter le rêve. Comment s'étonner si ce travail d'interprétation, qui va à l'inverse du travail du rêve, ne nous donne pas chaque fois une pleine et entière certitude. Il nous reste encore à expliquer du point de vue dynamique pour quelle raison le moi endormi se charge du travail du rêve. Fort heureusement, ce problème n'offre pas de difficulté. Tout rêve en voie de formation exige avec le concours de l'inconscient quelque chose du moi,
soit la satisfaction d'une pulsion si découle du ça, soit la liquidation d'un conflit, la levée d'un doute, la réalisation d'un projet, s'il émane d'un résidu d'activité préconsciente de l'état de veille. Le moi endormi, poussé par le désir de maintenir le sommeil, tend à supprimer la gêne que provoque en lui cette exigence. Il y réussit par une apparente soumission, par une réalisation de désir, anodine dans les conditions données, qui supprime cette exigence. Le travail du rêve a pour fonction essentielle de remplacer une exigence par une réalisation de désir. Peut-être n'est-il pas utile de le démontrer à l'aide de 3 exemples simples. Un rêve de faim, un rêve de commodité et un rêve de besoin sexuel. Par exemple, un besoin de manger tenaille un dormeur qui rêve alors d'un succulent repas et poursuit son sommeil. Il pouvait évidemment choisir entre se réveiller pour manger ou continuer à dormir, mais opte pour la seconde possibilité et satisfait oniriquement sa faim, tout au moins pendant un certain temps. Si la faim persiste, il sera cependant contraint de se réveiller. Autre cas, le dormeur est obligé de se rendre à une heure déterminée à la clinique, mais il continue à dormir et rêve qu'il s'y trouve déjà, mais en tant que patient. Or, les malades n'ont pas besoin de quitter leur lit. Ou encore, pendant la nuit, le dormeur ressent le désir de posséder un objet sexuel interdit, la femme d'un de ses amis. Il rêve de rapports sexuels non point avec cette personne, mais avec une autre qui porte le même prénom et qui lui est indifférente. Il peut aussi arriver que, du fait de son opposition intérieure, la maîtresse du rêve reste anonyme. Évidemment, tous ces cas ne sont pas aussi simples. Dans les rêves qui émanent de restes diurnes non liquidés et qui, dans le sommeil, n'ont subi qu'un refoulement de la part de l'inconscient, il est particulièrement malaisé de déceler la force pulsionnelle inconsciente et de mettre en lumière la réalisation de son désir. Néanmoins, on est en droit d'admettre que cette réalisation existe toujours. En faisant état de tant de rêves à contenu ouvertement pénible qui peuvent même aboutir à un rêve angoissé, sans compter ceux, très fréquents, qui sont dénués de teintes affectives, bien des gens nient la thèse que le rêve soit une réalisation de désir. Mais l'objection du rêve d'angoisse ne tient pas devant l'analyse. N'oublions pas que le rêve est toujours le résultat d'un conflit, une sorte de formation de compromis. Ce qui constitue pour le ça inconscient une satisfaction peut, de ce fait même, devenir pour le moi un motif d'angoisse. Suivant les cas, dans le travail du rêve, c'est tantôt l'inconscient qui s'impose, tantôt le moi qui se défend avec plus d'énergie. Les rêves d'angoisse sont généralement ceux dont le contenu a subi la plus faible déformation. Lorsque l'inconscient devient trop exigeant et que, de ce fait, le moi endormi n'est plus en mesure de s'en défendre par les moyens dont il dispose, ce moi renonce au désir de dormir et revient à l'état de veille. Nos observations nous permettent d'affirmer que tout rêve constitue une tentative d'écarter ce qui trouble le sommeil, et cela par le moyen d'une réalisation de désir. Le rêve est donc le gardien du sommeil. Cette tentative, plus ou moins couronnée de succès, peut aussi quelquefois échouer, et c'est alors que le dormeur se réveille, comme si c'était le rêve lui-même qui avait interrompu son sommeil. Comparons ce processus à la manière d'agir d'un brave veilleur de nuit, chargé de protéger le sommeil des habitants de son bourg, et qui se trouve parfois contraint de donner l'alarme et de réveiller les villageois endormis. En conclusion, indiquons pour quelles raisons nous sommes si longuement appesantis sur le problème de l'interprétation des rêves.
L'expérience montre que les mécanismes inconscients décelés par l'étude du travail du rêve et qui nous ont expliqué la formation de ce dernier nous aident aussi à comprendre la mystérieuse formation de ces symptômes qui, dans les névroses et les psychoses, suscitent tout notre intérêt. Une semblable concordance ne peut manquer de provoquer en nous de grands espoirs.